Là encore, il y a une question que j'aime bien poser qui est très simple. C'est à quand remontent vos dernières vacances ? Est-ce que c'était des vraies vacances ? Est-ce que vous avez sorti votre ordinateur tous les jours ? Si oui, combien de temps, etc. Et ça, c'est très basique, mais ça veut vraiment dire que si l'entrepreneur, ça fait 5 ans qu'il n'a pas pris de vacances, soit c'est une personne qui est un workaholic, soit elle sait très bien que si elle s'en va plus de 2 jours, son entreprise ne peut pas fonctionner sans elle. Un argument qu'on entend souvent dans les échanges avec les cédants, c'est moi, mon entreprise, elle fonctionne qu'avec le bouche à oreille. C'est super, c'est très bien, mais le bouche à oreille, on en revient toujours au niveau de dépendance du dirigeant. Si le dirigeant part, effectivement, est-ce que les clients ou le réseau du dirigeant vont venir nous voir, nous ? Si jamais il y a un problème dans le bouche à oreille, on n'a pas d'autre moyen d'acquérir des nouveaux clients. Toi, quand tu reprends une entreprise, qu'est-ce que tu regardes en priorité et qui te rassure dans un premier temps ? Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Une session presque parfaite. Aujourd'hui, on va parler de la façon dont on peut bien reprendre une entreprise et même comment bien la vendre. Pour ça, j'ai le grand plaisir de recevoir Anne-Laure Tupin, qui est consultante système et qui accompagne donc aussi les cédants dans la phase de transition, et avec un regard croisé avec Julien de Souza, qui lui-même est repreneur d'entreprise. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut Yann. C'est un grand plaisir de vous recevoir tous les deux. On va parler d'un sujet passionnant qui est la reprise d'entreprise et aussi comment faire en sorte de structurer son entreprise avant de la revendre. Donc ça va intéresser à la fois les repreneurs mais aussi les cédants. On commence par qui ? Pouvez-vous vous présenter évidemment et nous dire ce que vous faites et la raison pour laquelle aussi vous avez souhaité aussi évoquer ce sujet qui est à nouveau très, très intéressant. Alors, merci Eliane de nous avoir invités. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Donc moi, c'est Anne-Laure Tupin, donc consultante système. J'ai créé des systèmes cette année. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur la partie structuration d'entreprise et d'aider finalement les cédants à se détacher de leur entreprise pour faciliter la cession. Parce qu'on sait qu'une entreprise qu'on appelle in tuitu personae, qui est vraiment très dépendante de son cédant, va être très difficile pour un repreneur à revendre. Et donc, le repreneur ne voudra pas prendre le risque de reprendre cette entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment de les aider pour se détacher, pour lâcher prise, pour mettre en place des systèmes, justement, et une structuration qui permettra justement de sécuriser cette reprise et de leur permettre de mieux vendre. Et permettre aussi à des repreneurs comme Julien de racheter une entreprise dans de bonnes conditions. C'est ça, bonne exactement. Passe décisive pour toi, Julien, pour te présenter. Ouais, donc merci Eliane. Moi, c'est Julien de Souza. Donc, je suis repreneur. À titre personnel, j'ai été juriste d'affaires international donc pendant une dizaine d'années. Donc, je conseillais les dirigeants d'entreprise sur le droit des affaires et les opérations de fusion-acquisition. Et du coup, j'ai décidé de réaliser des rachats pour mon propre compte à partir de 2021. Et donc tout l'intérêt effectivement de bien analyser l'entreprise, bien identifier l'entreprise et surtout le niveau de dépendance du dirigeant pour s'assurer de pouvoir faire une belle passation et faire en sorte que le projet de rachat soit réussi. Donc voilà, ça c'est super important à titre personnel pour les membres aussi de la communauté repreneur.co que j'anime et qui amène aussi de l'éducation sur le sujet du rachat d'entreprise. L'idée, c'est vraiment de le rendre accessible pour des personnes qui, aujourd'hui en France, un pays qui est constitué de petites et moyennes entreprises. Le tissu économique, c'est vraiment ça aujourd'hui. Et on a beaucoup d'opportunités de transmission, mais malheureusement, on n'a pas forcément les outils pour ces petites structures. Donc c'est vrai, c'est vraiment l'idée, c'est de rendre accessible le rachat, d'éduquer et de permettre aux repreneurs de racheter des entreprises et de faciliter cette transition avec les cédants. Qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'a motivé surtout à vouloir reprendre des entreprises initialement ? Alors moi, à la base, c'était l'idée de partir d'un actif existant, quelque chose qui fonctionne déjà, donc qui a déjà fait ses preuves. Donc on a de l'historique sur une entreprise qui a déjà des clients, qui a déjà une marque reconnue localement ou nationalement, et surtout qui dégage de l'argent. Donc c'est
je me souviens encore, on était sur le parvis de la Défense avec mes collègues et la question pendant les déjeuners, c'était c'est quoi la one billion ID, donc tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et il te faut l'idée vraiment du siècle pour partir. Et en fait, ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce qu'aujourd'hui, tu as des boîtes qui fonctionnent très bien et l'idée, c'était de se sécuriser, donc de partir sur quelque chose qui existe, qui fonctionne et bien réaliser cette transition pour ensuite développer l'entreprise avec les nouveaux outils qu'on connaît aussi aujourd'hui, tout ce qui est digitalisation et que la majorité des PME n'ont pas encore entamé. Donc c'était vraiment ça, c'était pas partir de zéro, partir de quelque chose qui existe, qui rapporte déjà de l'argent et qui permet de se développer beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup Julien. Et toi, donc Anne-Laure, quand tu accompagnes un dirigeant d'entreprise, comment tu vois si l'entreprise est prête à être vendue et qu'est-ce que tu analyses en premier, quel regard tu portes pour te faire une idée sur la capacité de l'entreprise à être vendue et surtout à se rendre indépendante de son dirigeant? Alors moi, je vais parler surtout sur mon spectre, sur ma spécialité, qui est vraiment la partie structuration et système, parce que évidemment, il y a plein d'autres critères qui vont faire que l'entreprise est vendable ou pas. Mais sur mon spectre, l'idée, c'est vraiment de se dire quelque chose de très simple, en fait. Est-ce que si dans l'actif que je rachète, c'est-à-dire l'entreprise, ses machines, ses employés, etc., j'enlève l'actif cédant, est-ce que l'entreprise continue à fonctionner aussi bien que s'il n'était pas là? Et ça, c'est vraiment le critère. C'est très simple à comprendre. Et pourtant, c'est très basique. Et pourtant, c'est très difficile à faire. Et donc, l'idée, c'est de se dire, moi, en tant que repreneur, est-ce que si j'enlève le cédant, qu'est-ce que je rachète vraiment? Est-ce que je vais racheter uniquement... est-ce que l'entreprise continue à avoir de la valeur? Est-ce que le moteur principal, c'est le cédant? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui fait fonctionner l'entreprise? Et si finalement, en tant que repreneur, je m'aperçois que l'entreprise, c'est une coquille vide, et là, il va falloir que je me pose des questions et je vais m'apercevoir que je prends un risque et il va falloir que j'établisse des leviers pour essayer de contrebalancer ce risque. Donc, c'est ce qu'on verra peut-être plus tard. Mais ça, c'est vraiment la question qui va déterminer sur ce spectre de la dépendance et de la structuration, mais qui est pour moi fondamentale, parce qu'il y a beau avoir de beaux indicateurs comptables, financiers, etc., mais si ces indicateurs ils sont bons grâce au cédant, si vous enlevez le cédant, il y a toute la machine et le château de cartes qui tombe, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment fondamental et c'est une question ultra basique. Est-ce que le cédant, l'entreprise continue à fonctionner sans son actif principal qu'est le cédant? Et comment tu le vois ça justement quand tu arrives dans une entreprise, que tu accompagnes un dirigeant? Est-ce qu'il y a des signes qui te permettent rapidement de te dire effectivement l'entreprise ne fonctionne pas sans son dirigeant ou au contraire? Alors, là encore, il y a une question que j'aime bien poser qui est très simple. C'est poser parce que j'ai aussi fait un petit passage dans la reprise et donc j'ai rencontré pas mal de cédants et moi la question que j'aimais bien leur poser c'est à quand remontent vos dernières vacances? Et si elles remontent à assez longtemps, c'est combien de temps étaient votre dernière vacances? Est-ce que c'était des vraies vacances? Est-ce que vous avez sorti votre ordinateur tous les jours? Si oui, combien de temps, etc. Et ça, c'est très basique, mais ça veut vraiment dire que si l'entrepreneur, ça fait 5 ans qu'il n'a pas pris de vacances, soit c'est une personne qui est un workaholic, soit elle sait très bien que si elle s'en va plus de 2 jours, son entreprise ne peut pas fonctionner sans elle. Donc, on reste sur des systèmes et des questions assez simples, mais qui fonctionnent pas trop mal pour déterminer le niveau de dépendance. Est-ce que c'est valable pour toute taille d'entreprise ou c'est vrai que c'est spécifique au marché des TPE, PME? Alors, c'est vrai qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, normalement, on sait un petit peu les cycles de croissance d'une entreprise et l'entreprise part par des cycles réguliers. Et on va dire qu'au-dessus de... pour être vraiment large, jusqu'à 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires, si l'entreprise peut ne pas être trop structurée. Et c'est vrai que on voit qu'il peut y avoir des exceptions parce qu'on se dit que certaines entreprises, on essaye de mettre des entreprises dans des cases pour essayer finalement de structurer un peu la connaissance, le développement des entreprises. Mais j'ai vu des exceptions avec des entreprises qui atteignent 10-12 millions d'euros sans vraiment de structuration et qui dépendent encore de leurs dirigeants. Donc, mais la majorité, quand on arrive à 3-4 millions sans structuration, c'est déjà une belle performance.
Et au-delà, forcément, il va y avoir du management intermédiaire, il va y avoir une certaine structuration. Et l'idée, c'est vraiment que le cédant, le dirigeant, au bout d'un moment, est goulot d'étranglement. Et s'il continue à être goulot d'étranglement, c'est mathématique, en fait. L'entreprise ne va pas pouvoir se développer. Donc, il va falloir forcément qu'à un moment, il se détache un minimum de son entreprise, qu'il commence à déléguer, qu'il commence à mettre des systèmes en place pour que son entreprise, c'est comme un enfant. Hein. Ouais. C'est exactement comme un enfant que le tuteur s'enlève au bout d'un moment pour qu'il puisse grandir. Sinon, il continuera à s'appuyer sur le tuteur et il ne pourra pas grandir. Tout à fait. Merci beaucoup, Anne-Laure. Alors, une question à tous les deux, Julien, Anne-Laure. Selon vous, quelles sont les plus grandes incompréhensions qui peuvent exister, on va dire, entre un cédant et un repreneur lors d'une opération d'acquisition d'entreprise? Pour faire effectivement le parallèle ou la suite avec ce qu'Anne-Laure disait, c'est le cédant, il a son entreprise, il a l'habitude de travailler dedans, il fait ça depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, et il n'a pas ce niveau de conscience justement de se dire, si je pars, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est vraiment, ça va être là le point vraiment de divergence entre le cédant. C'est le cédant, il va se dire, moi je te vends l'entreprise, je vais prendre le chèque tout de suite au moment de la cession, et puis derrière, tu te débrouilles. Alors que le repreneur, lui, va vouloir racheter un véritable actif, donc qui peut fonctionner sans le dirigeant, on le répète. Et c'est vraiment, je pense, cette différence fondamentale de vision entre le cédant qui pense que ça va être simple de vendre son entreprise et le repreneur qui, lui, va essayer de limiter le risque aussi. Parce que derrière, s'il rachète une entreprise 500 000 euros, 1 million, 1,5 million et qu'elle ne fonctionne pas, il doit rembourser la dette d'acquisition et il va se trouver en difficulté. Donc c'est vraiment réussir à faire concorder ces deux visions-là du cédant qui doit se rendre compte qu'il y a un certain travail à faire avant de pouvoir passer l'entreprise, qu'une fois qu'il a vendu, il y a encore un travail de transmission à réaliser. Il ne va pas partir, claquer des doigts et laisser le repreneur comme ça tout seul avec l'entreprise. Et le repreneur qui va essayer aussi au maximum de faire prendre conscience à ce cédant de cette réalité qui existe et mettre en place les outils, justement, avec Anne-Laure typiquement, sur préparer cette transmission, collecter le savoir-faire au sein de l'entreprise, les encadrer sous forme de procédures, impliquer les équipes de manière à faire en sorte que le projet soit une réussite. Effectivement, je confirme aussi en tant que conseil dirigeant sur ces types d'opérations, effectivement, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Et Anne-Laure, est-ce que tu souhaitais aussi partager peut-être des éléments qui, selon toi, en fait, créent des incompréhensions entre cédants et repreneurs? Je suis complètement ce que Julien a dit et pour aller dans son sens, les cédants et même les repreneurs que je rencontre qui ont face à eux des cédants très impliqués dans leur entreprise, justement, n'ont pas conscience du travail qu'ils abattent, ne se rendent pas compte que ça fait 30 ans qu'ils passent 70 heures dans leur entreprise et qu'ils ont sacrifié leur famille, etc. Et pour moi, en fait, notre rôle, et même le rôle du repreneur, c'est pas forcément de leur dire. Parce qu'une personne comme ça, pour moi, on peut pas la convaincre. Et l'idée, c'est vraiment de leur montrer, c'est un peu comme un ego, c'est de montrer objectivement, en fait, parce que là, on est dans l'émotionnel et on est dans le subjectif complet. C'est très, très difficile de prouver de la dépendance d'une entreprise, en fait. C'est bien le problème de la valorisation. Et c'est pour ça que, en fait, moi, j'essaye de mettre en place des outils, par exemple, dans un audit opérationnel. C'est rigolo que tu me dis, parce que je viens de poster un post sur LinkedIn là-dessus. Mais après, c'est... Et c'est un peu ça, en fait, tu vois. C'est vraiment de faire une liste. Hein, et encore, on revient à des choses simples. C'est vraiment de lister tout ce que fait le cédant, de façon quasiment exhaustive, en fait. Tout à fait. Pour que lui-même, en fait, se rende compte et se dise « Ah oui, je fais tout ça ». Et que le repreneur, il lui dise « En fait, OK, si sur cette feuille, demain, tu t'en vas, qu'est-ce qui se passe ?» Clairement. Et à partir de là, on est sur du concret, on est sur de l'objectif. Et justement, ce genre d'outil, c'est un simple tableau Excel, permet justement souvent de faire prendre conscience au cédant. Et s'il ne prend pas conscience là-dessus, ça peut être de la mauvaise foi. Tout à fait. Mais au moins, on est sur quelque chose d'objectif. En fait, tu as résumé l'essentiel aussi parfois d'une journée d'un dirigeant, parce qu'on pense à tort que c'est des questions qui ne sont pas forcément importantes dans une opération de cession d'entreprise, mais lister effectivement toutes les tâches quotidiennes du dirigeant d'entreprise, ça permet vraiment de comprendre l'étendue de ses responsabilités et l'impact aussi que pourrait avoir son départ
ou sa disparition, ça arrive effectivement, un décès brutal, une mauvaise préparation aussi en amont, une mauvaise structuration et délégation. Donc effectivement, c'est toi, première chose importante, c'est de comprendre ce que fait le dirigeant au quotidien et de quelle manière surtout il va pouvoir déléguer. Et ça m'amène justement à la question suivante qui t'était destinée, Anne-Laure. Quand tu arrives dans une entreprise, quand tu accompagnes un dirigeant, justement, quels sont les premiers leviers que tu actives pour permettre justement cette transformation et rendre la société vendable? Alors, on va partir justement de cet audit opérationnel, parce que avant d'émettre, ça c'est mon passé de consultante, avant de faire toute action, on va déjà prendre une photo de l'existant et on va cadrer un peu le périmètre du projet, de l'opération, de tout ce qu'on veut. Et donc, à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne, on comprend comment fonctionne l'existant, on va pouvoir émettre un plan d'action. Et donc, dans ce plan d'action, les principaux effets de levier, ça va être surtout de se dire, dans le cas de la dépendance, la valeur, il faut comprendre qu'elle est dans la tête du cédant. Donc, elle est dans la tête du dirigeant ou des personnes clés, parce qu'il peut y avoir des chefs d'atelier, des managers, etc., ou d'un bras droit qui va aussi partir avec lui parce qu'il y a une force relation personnelle. Et donc, ça, il faut le prendre en compte et il faut l'identifier. Et donc, l'idée, c'est de se dire que cette valeur, elle est dans la tête du cédant. Et nous, il va falloir qu'on l'extrait. Il va falloir qu'on la transfère de la tête du cédant dans un système d'exploitation interne à l'entreprise, pour que finalement, cette valeur, elle soit plus dans les personnes, mais dans l'entreprise, dans des systèmes qui composent l'entreprise et qui font fonctionner l'entreprise. Et comment on fait ça, justement, ça va être donc cette partie d'extraction, et ensuite, cette valeur, ce savoir-faire, ces compétences, on va les documenter. Et ça, c'est vraiment le premier effet de levier. On va créer cette documentation. Cette documentation, on va l'intégrer, on va l'organiser dans ce qu'on appelle le manuel ou le playbook d'entreprise. C'est cette source de vérité. C'est... quand vous achetez un meuble Ikea, c'est la notice d'utilisation du meuble Ikea à 150 pièces. C'est la Bible de l'entreprise, en Exactement. fait. Ça permet, en cas d'absence du dirigeant, que tous les collaborateurs, quel que soit leur poste, puissent trouver les réponses ou savoir comment faire pour faire telle ou telle chose. Exactement. En cas d'absence, et même quand le dirigeant il est là. Parce que l'idée, c'est vraiment de minimiser, d'aller vers de moins en moins de sollicitations du dirigeant. Et quand il y a des questions, que la personne aille d'abord trouver la question dans cette Bible. Et si la question persiste, on va demander au dirigeant. Et ensuite, la réponse à la question est intégrée à la Bible. Et donc, c'est comme ça que la Bible s'enrichit. C'est comme ça que la documentation s'enrichit. Et que finalement, par conséquence, on augmente la valeur de l'entreprise. C'est super intéressant comme point de vue. Et aussi, on va pouvoir y revenir aussi un peu plus tard au cours de cet échange. Je voulais aussi avoir le point de vue de Julien. Toi, quand tu reprends une entreprise, quels sont les premiers critères, indépendamment de la valorisation que l'on va aborder tout à l'heure? Qu'est-ce que tu regardes en priorité et qui te rassure dans un premier temps? Alors, moi, j'applique un modèle sur les reprises, un acronyme très simple, les business NER. C'est des business qui sont nécessaires, endormis et rentables. Donc, il y a forcément la notion de rentabilité derrière, qui permet déjà de pouvoir réaliser ou pas l'opération, donc de manière financière. Je m'intéresse à des business qui sont nécessaires aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est un business dont on aura besoin toujours dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pas de la haute technologie comme l'IA aujourd'hui, qui peut... tu as un nouvel outil qui sort tous les jours, donc tu peux te faire disrupter du jour au lendemain, et ça nécessite des gros capitaux propres. Mais vraiment des entreprises de plomberie, des garages automobiles, de l'habillement aussi, des choses dont on aura toujours besoin. Et le E, c'est pour endormi aussi. Donc ça, c'est peut-être l'axe de développement après des entreprises, c'est d'arriver à identifier une entreprise qui fonctionne malgré elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle fonctionne, elle dégage de l'argent, elle a des collaborateurs qui travaillent, mais il y a vraiment un potentiel de développement. On en parlait tout à l'heure sur la mise en place de canaux d'acquisition plus modernes, comme de la publicité Meta, comme de la publicité Google, on arrive dans
un argument qu'on entend souvent, enfin dans les échanges avec les cédants, c'est moi, mon entreprise, elle fonctionne qu'avec le bouche à oreille. Ok, c'est super, c'est très bien, mais le bouche à oreille, on en revient toujours au niveau de dépendance du dirigeant. Donc, si le dirigeant part, effectivement, est-ce que les clients ou le réseau du dirigeant vont venir nous voir, nouveaux repreneurs ou pas? Et derrière, si jamais il y a un problème dans le bouche à oreille, on n'a pas d'autre moyen d'acquérir des nouveaux clients. Donc c'est vraiment identifier ces entreprises qui fonctionnent très bien aujourd'hui, des belles entreprises qui ont été montées par des dirigeants, mais voir, nous, ce potentiel de développement derrière. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on va payer pour le passé, mais on rachète pour le futur. C'est entièrement ça. Je voulais, avant de te poser une question, Anne-Laure aussi, petite question qui m'est venue aussi dans la tête, c'est comment tu fais pour reprendre une entreprise, pour trouver surtout la cible, parce que c'est vrai que c'est des questions qui me sont posées par beaucoup de repreneurs. Est-ce que c'est beaucoup de marchés cachés? Est-ce que c'est surtout le réseau? Comment ça se passe de ton côté? Alors, il faut savoir que le marché de la reprise, effectivement, tu le sais, c'est un marché plutôt caché aussi, notamment parce que les dirigeants doivent faire tourner l'entreprise au quotidien. Ils ne veulent pas en informer les salariés. Donc, on a toujours cette problématique d'information des salariés au dernier moment. Tout à fait. Des hommes clés également, parce qu'il ne faut pas mettre en difficulté l'activité au quotidien de l'entreprise. On ne veut pas non plus informer les clients, les fournisseurs, qu'on va partir. Donc, c'est assez difficile d'avoir des véritables informations de manière publique sur des entreprises qui sont à la vente. On a des plateformes spécialisées qui existent. Donc, il y a cette première façon de sourcer, ce sont les plateformes, type Session PME, Alvo, Captain aujourd'hui. Donc, on a toutes ces plateformes. Mais derrière, effectivement, il y a le marché caché. Et il faut... Les repreneurs qui vont trouver les opportunités, ils vont aller sur le marché caché. Ils vont aller sur le marché caché parce que c'est là où on va être en capacité de discuter directement avec le cédant. Tant qu'il y a une compétition, on va dire. Avec les autres repreneurs, on peut arriver les premiers. Et donc, sur le marché caché, alors, quelque chose peut-être d'un peu, pas forcément intuitif, mais que j'aime bien moi et que peu de repreneurs font, c'est d'aller se balader dans les zones artisanales, commerciales, et d'aller voir les entreprises directement. Donc aujourd'hui, on est sur du marché réel, c'est l'économie réelle, donc les entreprises, elles existent, elles sont là, mais il faut aller les voir. On va les démarcher en direct, donc de la prospection directe. Après, il y a sur les dirigeants qui partent à la retraite aussi, j'aime bien, c'est envoyer des courriers. Ouais, c'est ce qui m'a effectivement le courrier. Il faut trouver le moyen adapté aussi au profil du dirigeant. C'est ça, exactement. Et le dirigeant, on discutait l'autre jour encore avec un dirigeant, il a 78 ans, il est toujours dans l'entreprise. Un dirigeant, tu lui envoies un courrier comme ça, tu lui dis, moi je suis un repreneur, je cherche dans tel secteur d'activité, qui est forcément le secteur d'activité du cédant, parce que tu l'as ciblé. Et j'ai envie de racheter une entreprise dans ce secteur dans les 3 à 6 prochains mois. Là, ça va faire tilt dans la tête du dirigeant. Surtout qu'ils ne reçoivent presque plus trop de courrier papier. Donc, exactement. En plus, tu te différencies de tous ces calls d'email que tu peux recevoir quotidiennement. Donc voilà, c'est peut-être des méthodes qui sont pas forcément intuitives de prime abord, mais voilà, qui fonctionnent vraiment. Donc c'est aller faire du démarchage en direct, aller envoyer des courriers. Et puis aujourd'hui, on a des techniques aussi, utiliser les techniques publicité ciblée, ça fonctionne bien aussi. Ou alors ton réseau de repreneurs, effectivement aussi. Et le réseau également, voilà. Donc la visibilité. Petite passe décisive aussi pour toi. De la communauté repreneur.co, effectivement, c'était l'idée aussi de fonder cette communauté, c'est de s'assembler pour être davantage visible et attirer les cédants. Donc on a des opportunités effectivement qui viennent à nous parce qu'on est reconnu en tant que plateforme. Merci beaucoup Julien. Anne-Laure, donc tu as parlé dans un premier temps de faire ce travail de documentation, de comprendre le rôle du dirigeant quotidien. Une fois que ce gros du travail a été effectué, quels sont ensuite les axes qui permettent à une entreprise d'être moins dépendante de son dirigeant et la rendre aussi plus attractive aux yeux d'acheteurs comme Julien? Alors ça, il faut comprendre que j'insiste un peu dessus parce que c'est une très grosse partie. Ouais, bien sûr. Et que souvent, on veut forcément que ça aille vite. Sauf qu'il faut prendre le temps, surtout si on fait ça non pas pré-acquisition mais post-acquisition pour un repreneur.
Il faut que le repreneur prenne son temps. C'est souvent la question qu'on peut avoir sur qu'est-ce qu'il faut faire période post-acquisition. Donc, pendant la période de transition avec le cédant, l'idée, c'est de ne rien faire, en fait. C'est de se dire, je vais juste écouter. Justement, il y a un repreneur pendant le deuxième épisode de podcast qui m'avait dit, justement, moi, j'ai pris l'habitude de tout écrire. Et ça, c'est un super bon réflexe parce que, en fait, cette culture de l'écrit se perd. Mais c'est pourtant, depuis des millénaires, ce qui a fait qu'on est là aujourd'hui et qui a fait ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très, très important, cette phase de prendre le temps, de comprendre pour ensuite documenter, parce que c'est vraiment un schéma très basique d'input et d'output. L'output, c'est la Bible, c'est le manuel de l'entreprise, c'est la documentation que je vais avoir. Si j'ai pas les bons inputs parce que j'ai pas bien écouté, j'ai pas bien observé, je vais forcément pas avoir les bons outputs. Et les outputs, c'est ce qui va faire fonctionner ma boîte. Donc voilà, j'insistais juste là-dessus parce que c'est vrai que c'est extrêmement important. Et après, c'est une espèce de pyramide. Alors c'est bête, on est dans un podcast. Moi, j'aime bien faire des schémas. Non, c'est filmé, donc voilà, tu peux avec tes mains, voilà, t'inquiète pas, il y aura aucun montage qui sera fait sur la partie schéma. Donc en fait, disons que la partie documentation, compréhension du fonctionnement de la boîte, transférer la valeur, c'est vraiment la première brique. D'accord. Et ensuite, on va monter dans les étapes, c'est-à-dire que l'entreprise est constituée d'une multitude de systèmes, c'est un peu comme un corps humain, et tous ces systèmes sont interconnectés entre eux. Et donc ça, c'est vraiment la pensée système, on va dire, enfin systémique, c'est vraiment l'interconnexion de tout. Et donc au début, on a fait vraiment l'étape, ce que les Américains aiment appeler le sell and serve, c'est vraiment la raison d'être d'une entreprise, c'est je vends et je sers. Donc la partie opérationnelle, livraison de la valeur. Et ça peut être sur les différents produits et services de la boîte. Et ensuite, on va s'occuper de tout ce qui supporte ça, c'est-à-dire toute la partie RH, financière, la partie management. Donc, comment je communique auprès de mes équipes, comment je mesure la performance de l'entreprise. Et ça va être facilité justement parce qu'on va avoir rendu compréhensible le fonctionnement de la boîte. Souvent, c'est la problématique quand on veut poser des indicateurs dans une entreprise, soit on en pose trop, soit on pose pas les bons. Et donc, l'idée, c'est que comme on a avant cartographié comment fonctionnait l'entreprise, c'est des petites cases. Hein. Donc, on va pouvoir se dire, voilà, sur les cases qui sont très importantes au sein de ce schéma, quel indicateur va pouvoir mesurer cette case-là. Donc, typiquement, taux de conversion, ça va être différent selon la typologie des boîtes. Et donc, ça va être vraiment la deuxième brique de se dire, je vais faire exactement la même méthode. Finalement, la méthode, elle se reporte à chaque fois. Mais au lieu de le faire sur la partie très opérationnelle, je vais le faire sur ce qui supporte et ce qui fait fonctionner l'opérationnel. Donc, ça va être ça. Et ensuite, quand on va monter un cran plus haut, là, ça va être des systèmes un petit peu plus, qui pourraient se faire en fait avant aussi. Ça va être, moi, j'aime bien, c'est des systèmes de génération d'idées et de gestion des problèmes. Et ça, c'est intéressant parce que tu vois, on en parlait justement avec Julien sur ces différentes boîtes. Là, la gestion des problèmes, c'est extrêmement important en entreprise parce que souvent, les managers et même les bras droits, des personnes assez techniciennes qui sont élevées au rang de manager, elles ont souvent du mal à prioriser en fait les problématiques qui leur arrivent dans leur boîte. Et finalement, mettre en place ce genre de système pour dire OK, j'ai ce problème-là, au lieu de traiter tout de suite, je vais juste la mettre dans l'espèce de liste de problèmes. Et en fait, comme j'ai mon système de réunion et je sais que chaque type de réunion a un agenda très précis à respecter, je vais faire rentrer la gestion de ce problème dans cette partie-là de la réunion. Et puis, je vais déplier en fait. Je vais regarder le premier problème, deuxième problème et je vais prioriser. Et ça va me permettre de mieux gérer mes problèmes. Donc, plus on va s'élever, forcément, plus on va augmenter de niveau, entre guillemets, dans la partie gestion de la boîte. Et puis après, le truc, c'est que quand tu crées des systèmes, il y a un autre sujet qui est extrêmement important, c'est forcément la maintenance. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment... le système en place, d'année en année, c'est ça Exactement. Parce que forcément, ton entreprise, c'est pas un actif qui est figé, c'est un actif qui bouge forcément avec le marché, qui s'adapte. Et donc, forcément, les systèmes doivent s'adapter avec l'entreprise. Et donc, ça, c'est un boulot à part entière de se dire, voilà, j'ai mes systèmes, maintenant, je les ajuste parce que y a des changements dans l'entreprise et il faut qu'ils suivent, en fait, l'évolution de la boîte et qu'ils la fassent évoluer également, quoi. On se rend compte, effectivement, de l'importance de mettre en place des tels systèmes pour rendre l'entreprise moins dépendante de son dirigeant. Julien, justement, par rapport à tout ce qu'a dit Anne-Laure et qui est très pertinent,
Et toi, est-ce que ça te fait peur quand tu vois une entreprise que tu cherches à reprendre, que tu vois que cette entreprise, elle a une forte dépendance avec son dirigeant, vis-à-vis de son dirigeant, ou au contraire, tu vois ça peut-être comme un levier de transformation, voilà. Est-ce que ça te fait peur ou plutôt challengeant pour toi? Je te dirais, ça dépend de l'état d'esprit du cédant, peut-être. Ouais. C'est un point qui est pas négligeable du tout. Parce que si, effectivement, le cédant, on arrive à lui faire prendre conscience qu'il y a ce niveau de dépendance, ou, comme expliquait Anne-Laure, que lui va en prendre conscience avec tous les exercices qu'on va lui faire faire, forcément, ça peut nous permettre, nous, de nous projeter sur l'après et se dire, il va être en capacité de nous accompagner, de faciliter cette transmission, cette transition. Alors que si, au contraire, non, il est complètement fermé et lui, il veut juste partir, là, la question va véritablement se poser. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que forcément, en termes de valorisation, ça va être beaucoup plus intéressant pour nous, repreneurs, de racheter une entreprise qui est d'une certaine façon dépendante de son dirigeant, parce que on va pouvoir faire négocier le prix à la baisse. Après, ce que le parallèle que j'aime bien faire, c'est aussi dans l'immobilier. Enfin, je suis investisseur immobilier aussi à côté, et c'est de se dire, les meilleures affaires, on les fait sur des biens qui sont délabrés, qu'il faut rénover, qu'il faut remettre au goût du jour. Avec les entreprises, ça serait peut-être un peu pareil aussi. Il y a une certaine limite, mais c'est de se dire que si on a les bons artisans, on a des personnes qui peuvent mettre en place une direction commerciale efficace, un suivi financier efficace. On a des personnes comme Anne-Laure sur la partie opérationnelle et système qui sont là pour nous apporter les outils. Moi, je le vois comme quelque chose de challengeant et une opportunité de réaliser des bonnes opérations. Qu'est-ce qui empêche en général un dirigeant de faire tous les changements que toi, par exemple, tu préconises, Anne-Laure? Est-ce que c'est l'ego ou est-ce qu'il y a vraiment parfois d'autres éléments, je ne sais pas, de par votre expérience à chacun? Je pense que c'est vrai qu'il y a une grosse part d'émotionnel. Est-ce que c'est l'ego? Oui, certainement. Parce que forcément, accepter de déléguer, de lâcher prise et de se dire qu'il y a d'autres personnes qui vont faire mieux que moi et que moi, je vais me concentrer sur ce qu'on appelle ma zone de génie et que je vais laisser l'opérationnel à d'autres, forcément, ça nécessite un lâcher prise. Et un des obstacles au lâcher prise, c'est quand même souvent l'ego. Mais c'est aussi c'est l'ego, mais derrière l'ego, il peut y avoir de la peur cachée, etc. C'est vrai que moi, je ne vais pas forcément... quand je vois qu'il y a des croyances qui sont trop importantes, je ne vais pas forcément rentrer là-dedans. Je préfère m'entourer de personnes qui sont spécialisées, des coachs vraiment, de dirigeants, mais sur la partie émotionnelle vraiment, parce que je pense que c'est important de proposer aux dirigeants et aux cédants des experts dans chaque domaine pour que cette partie psychologique soit traitée au mieux, parce que ça peut être un véritable obstacle c'est comme Julien l'a dit tout à l'heure, s'il n'a pas conscience et s'il n'accepte pas en fait cette dépendance parce qu'il a des problèmes personnels, on va dire, ça peut mettre en péril la transmission de sa boîte. Donc c'est vraiment important de régler ça, ouais. Tu partages aussi ce point de vue, Julien? Absolument, ouais. Et pour compléter, et souvent, c'est le cédant, il va nous dire aussi j'ai pas le temps. Concrètement, il va dire j'ai pas le temps. Mais c'est un peu la problématique, c'est que s'il s'attaque pas justement au système, forcément, il est toujours obligé de mettre la main dans la mécanique, de tout faire, de pas déléguer, et forcément, il n'aura pas de temps disponible pour s'occuper de ça. Donc c'est un peu le cercle pas vertueux ou vicieux, où le cédant, il se dit j'ai pas le temps, mais en même temps j'ai envie de tout contrôler, de tout faire, donc forcément il n'est pas en capacité de se détacher de l'opérationnel. Tu as parlé aussi de valorisation tout à l'heure et donc de la décote liée au départ du dirigeant. Anne-Laure, quand tu accompagnes un dirigeant d'entreprise, justement, quels sont les conseils que tu lui donnes dans un premier temps pour l'aider à maximiser sa valorisation avant de la vendre, avant de vendre son entreprise? Est-ce que... les conseils, c'est... cette partie de dépendance va avoir un impact direct sur la valorisation. Donc forcément, c'est ce qu'on a parlé, tout à l'heure, c'est vraiment le contrebalancer le risque pour le repreneur.
Et si le repreneur, il va y avoir plusieurs, en fonction du risque, forcément le repreneur va utiliser différents effets de levier. Donc ça, Julien pourra en parler mieux que moi, mais ça va être complément de prix, earn-out, pour aller jusqu'à ce que la vente ne se fasse pas. Et moi personnellement, en tant que repreneur, je le vois. Des entreprises que j'avais contactées il y a 1 ou 2 ans sont toujours sur le marché avec forcément une décote. Parce que quand le cédant il a 60-65 ans, c'est pas là qu'il va continuer à développer sa boîte. Donc sa boîte va forcément péricliter de petit à petit, va baisser en valo et ça va être de plus en plus dur de la vendre. Donc, d'où l'anticipation dont on parlera certainement après, mais c'est vraiment cette importance d'anticiper pour éviter en fait cette espèce de vallée de la mort là à la fin, parce qu'on reste sur un statu quo, mais on prend pas la bonne pente. Et donc, c'est vraiment extrêmement important d'agir sur cette partie-là pour... des fois, c'est même pas augmenter la valo, hein. C'est vraiment rendre son entreprise vendable. Bien sûr, tout à fait. Et ça, faut bien le comprendre parce que moi, j'ai parlé à certains dirigeants et à cédants, et je leur disais ça, ils sont montés sur leurs grands chevaux, ils m'ont dit non mais ça va pas, mon entreprise elle est vendable, etc. Et au final, je sais pas s'ils l'ont vendue, mais non, mais c'est ça. mais souvent le problème c'est ça, c'est qu'on met la vérité en face, c'est que c'est pas facile à entendre, j'entends. C'est vraiment pas facile, ouais. Parce que quand ils ont vraiment donné toute leur sueur et leur sang pendant des années sur cette entreprise pour s'apercevoir qu'au final, ils n'ont pas forcément quelque chose au bout. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a des milliers d'entreprises aussi qui ferment justement chaque année, et non pas parce qu'elles sont pas rentables ou que la société n'est pas belle, on va dire, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas eu ce travail de préparation, de structuration pré-cession, on va dire, pré-transmission. Et c'est d'où l'importance, effectivement, et on le dit à chaque fois, surtout ceux qui sont dans le milieu, insister sur l'importance de préparer, d'anticiper tous ces sujets-là. Julien, une question, on commence à parler de valorisation. Qu'est-ce que tu regardes en premier quand tu analyses une cible, et surtout, qu'est-ce qui te fait dire que la valorisation proposée par le cédant est juste, selon toi? La fameuse question. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'une valorisation juste? Alors, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais c'est forcément après, faut aussi se placer dans la tête du repreneur. Ça dépend effectivement du profil du repreneur. Moi, j'ai une casquette plutôt investisseur, repreneur. Donc, je vais regarder le niveau de rentabilité de l'entreprise. Donc, forcément, le niveau, chez nous, on n'a pas les l'EBITDA, mais on a le BE. Ouais. Donc, combien l'entreprise est en capacité de générer du cash chaque année sur une période, un historique aussi. C'est ça qui est intéressant par rapport aux entreprises qu'on rachète, par rapport à la création, c'est de se dire que avec 3 bilans, on a une visibilité sur 4 ans de l'entreprise, avec 5 bilans, on a une visibilité sur 6 ans de l'entreprise, et on voit comment l'entreprise a réagi. Est-ce qu'elle est plutôt stable en termes de développement financier, ou est-ce qu'elle a une croissance lente, classique, ou est-ce qu'elle a explosé? Alors là, il faut être vigilant aussi quand la croissance explose, parce que elle peut avoir adressé un nouveau marché réglementé qui peut être déréglementé l'année d'après. Donc voilà, moi je préfère être plutôt prudent sur des entreprises qui dégagent de l'argent, qui ont une croissance plutôt lente, qu'on va pouvoir amener à un autre niveau, continuer à développer. Mais c'est en priorité, c'est la rentabilité, parce que c'est ce qui va faciliter aussi le financement ou la structuration du projet. Parce que derrière, si on a une entreprise qui dégage 500 000 euros de résultats et qui est valorisée 10 millions, là, ça va être beaucoup plus compliqué de la faire financer qu'une entreprise qui dégage 500 000 euros de résultats et qui génère 1,5 million. Qui est valorisé, 1,5 million. Donc c'est le rapport. On parle souvent de multiples de BE pour les valorisations. Donc c'est ce rapport-là. Et moi, je me situe entre 2 et 3 sur des TPME. Sur quelle taille d'entreprise tu cibles en priorité? Tu as parlé tout à l'heure de secteur, mais en termes de taille? Oui, c'est important de le préciser aussi. Mais là, on est sur des entreprises qui génèrent entre 800 000 euros de chiffre d'affaires et 10 millions de chiffre d'affaires. D'accord. C'est la cible. Ouais. Et les cédants, est-ce qu'en ce moment, tu les trouves gourmands? La plupart des cédants que tu rencontres, est-ce qu'ils ont une vision parfois erronée du prix réel, de la valorisation de leur entreprise? Est-ce que c'est toujours un vrai sujet, un vrai débat? Parce que c'est vrai que un dirigeant, ce qui va intéresser, au-delà de la pérennité de son entreprise,
c'est aussi une question d'argent aussi, de chèque. Donc voilà, comment ça se passe en général ce type de discussion avec eux? Et alors, on parlait tout à l'heure aussi du sourcing et de la façon dont tu vas aborder le dirigeant. Donc, si tu l'abordes en direct, là, tu vas pouvoir créer un dialogue et il ne va pas forcément être pollué parfois par des personnes externes. Ouais. Alors, on a besoin des experts comptables, on a besoin des avocats dans les opérations, mais parfois aussi, c'est ces personnes-là qui vont mettre des étoiles dans les yeux du cédant et lui dire non, ton entreprise, elle est valorisée 2 millions, 3 millions, alors qu'un repreneur est prêt à l'acheter 1 million. Quoi. Donc, et c'est souvent pour ça que les entreprises traînent sur le marché aussi. Donc, c'est une question qui est pas évidente et c'est pour ça que c'est intéressant, je le disais, de sourcer et d'être en direct avec le cédant. C'est parce que toi, tu vas pouvoir l'éduquer. Tu vas pouvoir lui faire comprendre que, effectivement, t'es repreneur, tu connais le marché. Les financements aujourd'hui sont, même si ça commence à se débloquer, restent toujours difficiles aussi dans les conditions de marché actuelles. Et derrière, on voit des entreprises. J'ai fait un post aussi hier, pareil, sur LinkedIn. J'ai un membre du mastermind que j'accompagne. L'année dernière, il est entré en relation avec un cédant. L'entreprise était valorisée 2,2 millions sur papier et il est en train de la racheter à 900 000 euros aujourd'hui. Donc voilà, on a cette connaissance du marché. Après, il faut effectivement avoir cette capacité à emmener le cédant et lui faire comprendre que oui, sur papier, c'est bien beau, mais derrière, moi, la valorisation que je suis prêt à te donner, c'est ça. Le prix de vente, on parle beaucoup de valorisation aussi, mais je fais la différence entre valorisation sur papier, avec tous ces calculs, ces magnifiques formules qu'on a, et le prix de vente final sur lequel va se mettre d'accord le cédant et le repreneur, qui peut être largement différent. Mais voilà, c'est vraiment éduquer le cédant, lui faire comprendre qu'on connaît le marché et comprendre ses raisons profondes derrière. Est-ce que finalement, c'est un vendeur qui est motivé à vendre ou est-ce qu'il teste juste le marché et il peut se permettre d'attendre 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc c'est vraiment comprendre. C'est de la vraie psychologie derrière de comprendre le cédant. Parce que justement, qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille et qui te permet de dire justement ce qu'il me propose en termes de valorisation, c'est pas du tout cohérent avec ce qui se pratique sur le marché. Est-ce que tu as des indices de valorisation que tu utilises? Par exemple, pour le marché des PME, il y a Argo Swiss You. Est-ce que tu te compares toujours à des opérations qui sont faites ou tu discutes avec d'autres dirigeants qui ont vendu? Voilà, comment tu fais pour te dire que c'est une bonne valorisation et que c'est cohérent avec ce qui se fait sur le marché? On a l'indice Argos dont t'en as parlé, même si il s'applique pour même des cibles un peu plus importantes. Oui, c'est 15-500 millions de valorisation d'entreprise, valeur d'entreprise. Ouais. Donc là, on est juste, tu vois, en dessous sur la cible dont on discutait. Mais après, c'est la connaissance du marché. C'est effectivement, quand tu analyses 10, 20, 30 deals, tu es en capacité de les comparer. Donc, dans un secteur d'activité donné, tu peux te dire, là, l'entreprise que j'ai vue, elle est valorisée 1 million, 2 millions. Elle a ces caractéristiques-là. Vous, monsieur le cédant, vous la vendez 4 millions. Donc, qu'est-ce qui justifie? Et j'aime bien poser cette question aussi. On en revient toujours à ce questionnement, à faire prendre conscience aux cédants, c'est expliquez-moi du coup comment vous avez valorisé, sur quels éléments objectifs vous avez valorisé, donc quel multi vous avez utilisé, quel comparable vous avez utilisé, et c'est un peu le remettre dans ses cordes pour qu'il prenne conscience, lui, que finalement, c'est pas un prix de cession au doigt mouillé, mais il y a des vrais enjeux derrière, et si moi je suis un preneur intéressé, je vais racheter au juste prix. Et surtout, après, je sais pas aussi, peut-être Anne-Laure aussi, toi, est-ce que tu as des discussions parfois avec les dirigeants que tu accompagnes justement sur cette question de prix? Est-ce que tu les conseilles par moment en leur disant, écoutez, peut-être là, le prix que vous demandez, c'est trop important, aucun acheteur ne voudra se positionner dessus, et ensuite tu lui donnes des conseils pour l'aider peut-être à atteindre ce prix-là, ou c'est pas du tout un sujet sur lequel tu te concentres avec le dirigeant? C'est pas forcément mon sujet. Maintenant, comme j'ai pris aussi un petit peu la casquette de repreneuse, on se rend vite compte, en fait, si la valorisation, comme l'a dit Julien, en fait, c'est à force d'en voir qu'on voit si ça rentre dans les cordes ou pas, si la société, elle est capable de se financer. Et l'idée, c'est un petit peu comme je le disais au début, moi, j'aime bien pas convaincre les gens, mais leur dire, mettez-la sur le marché, en fait. Puis vous allez bien voir.
Et au final, si la personne, elle se rend compte que soit elle n'a pas d'offre, soit elle a des offres qui ne correspondent pas à ce qu'elle en attend, il va falloir faire quelque chose, il va falloir commencer à se poser des questions et à se remettre en cause sur son fonctionnement et justement avoir peut-être une prise de conscience. Donc je préfère toujours pas rentrer en conflit ou essayer de faire comprendre à la personne par d'autres moyens objectifs qui lui permettront justement de peut-être de faire un déclic dans sa tête et de se dire là, peut-être qu'il faut que je l'écoute ou peut-être qu'il faut que j'écoute d'autres personnes qu'elle me conseille qui, eux, sont spécialistes. C'est vraiment comme vous vendez votre maison. C'est de se dire, ma maison, j'en veux 1 million, sauf que quand je la mets sur le marché, il n'y a pas d'offre ou il n'y a que des personnes qui m'en donnent que 500 000 euros. Donc là, il faut se poser des questions et soit on la laisse en l'état, soit on se dit, je vais prendre quelqu'un qui va me faire du home staging et je vais la transformer, je vais faire des coups de peinture et je vais la rendre belle au plus grand monde pour lui donner envie, en fait. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, je vais prendre conscience, donner envie aux repreneurs, un peu habiller la mariée, mais sans mettre des mauvaises choses sous le tapis. Vraiment, dans le bon côté des choses. Mais c'est vraiment que la mettre au goût du marché, la mettre dans une bonne position pour s'ouvrir un peu des opportunités de cession, quoi. Merci. Non, ouais, Julien. Juste pour compléter, j'aime bien du coup quand elle dit, pour intéresser au plus grand nombre, parce que c'est pas forcément qu'une question de valorisation. Bien sûr. C'est aussi le fait de montrer et de rendre visible cette société au plus grand nombre, parce qu'on a souvent cette problématique aussi sur des entrepreneurs qui sont des techniciens à la base, qui ont de vraies compétences métiers et qui ont développé une belle société sur la base de leurs compétences métiers, mais qui du coup vont chercher un repreneur qui a les mêmes compétences que lui. Et au final, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc c'est ça aussi le truc avec les systèmes, c'est de pouvoir se dire, j'ai pas forcément besoin de trouver la même personne que moi, parce que ça va être compliqué, mais je vais ouvrir le spectre à d'autres repreneurs qui sont peut-être pas du secteur d'activité, mais qui sont rassurés parce que derrière, j'ai mis en place les systèmes qui permettent de pouvoir gérer cette entreprise et la développer. On parle également, tu as parlé aussi donc on parle à nouveau de valorisation, mais aussi d'éléments qui sont pas forcément qu'on peut pas forcément analyser dans un bilan, par exemple. Ce sont les retraitements. Quel retraitement tu vois le plus souvent, et est-ce que ça t'arrive souvent de tomber parfois sur de retraitements qui sont quand même parfois extrêmement importants, qui peuvent avoir un gros impact sur la valorisation, et très souvent de façon négative. C'est alors négatif pour le repreneur, pour le cédant. Pour le repreneur, c'est positif, c'est bien justement. Oui, parce qu'après, effectivement, le principe des retraitements, c'est de se dire, on va identifier dans la gestion de l'entreprise quelles sont les dépenses qui sont effectivement faites dans l'intérêt de l'entreprise ou des dépenses un petit peu annexes qui sont plutôt faites dans l'intérêt du cédant. Et la première poste de dépense, ça va être la rémunération du dirigeant, forcément. Donc souvent on a des belles boîtes avec des entrepreneurs qui se prennent des gros salaires, et on peut avoir ce poste de retraitement. Les voyages, déplacements, ce sont les plus importants également. Et après, il y a toutes les dépenses exotiques du dirigeant qu'il va falloir retraiter aussi. Mais pour nous, en tant que repreneurs, on doit en avoir conscience, en avoir connaissance, mais après, il ne faut pas forcément les mettre en avant parce que ça va avoir un impact sur la valorisation, effectivement. Parce que mécaniquement, ça va venir augmenter le niveau de résultat de l'entreprise, et quand on part sur des multiples de résultats, la valorisation va être plus importante. Et après, il y a des dirigeants parfois qui ne se payent pas aussi. Et dans l'autre sens, voilà. Ça arrive de tomber sur des dirigeants qui ne se payent pas, on va dire, un salaire de dirigeant. Parfois, nous, en comparé, on dit un salaire de marché d'un dirigeant 100 000, 120 000 euros, on va dire, pour une PME. Des dirigeants qui ne se payent pas du tout assez. Et forcément, pour toi, c'est pas forcément aussi. C'est moins bien pour toi, on va dire, parce que du coup, tu vas devoir. Là, pour le coup, il faut trouver un remplaçant qui va prendre soit un tel niveau de salaire, ou alors qui va devoir prendre un salaire de marché, donc 100 000, 120 000 euros. Je ne sais pas après ce qui se pratique aussi dans ton marché, tes secteurs, mais voilà, c'est vrai que c'est des sujets toujours importants et très souvent sujets aussi à débat. Et que c'est pas évident comme type de discussion parfois avec les cédants ou même les acheteurs. Anne-Laure, tu as parlé aussi, on a pas mal parlé aussi de l'aspect émotionnel, de l'aspect psychologique du dirigeant d'entreprise, indépendamment de toute
la partie financière. Toi, comment tu fais pour aider un dirigeant à se détacher émotionnellement de son entreprise? Est-ce que tu interviens sur cette partie-là aussi? Est-ce que tu le conseilles? Voilà. Est-ce que c'est des sujets que tu traites aussi avec les cédants, les repreneurs aussi? Alors, c'est un petit peu comme je te dit tout à l'heure. Moi, j'aime bien intervenir dans mon cadre de compétences. Et après, il faut juste avoir l'humilité de se dire, comme un médecin, en fait, au bout d'un moment, j'emmène la personne chez un spécialiste. La psychologie humaine, je ne suis pas spécialiste. Et du coup, je traite ce que je peux traiter. L'idée, pour répondre un peu à ta question, c'est quand même de savoir, d'identifier si la personne s'est construit un projet futur. Je pense que vous le voyez aussi chez vous. Bien sûr. C'est vraiment extrêmement important. Et je vais reprendre l'exemple des parents et des enfants pour accepter le choc que je pense ont vécu pas mal de parents quand les enfants sont partis de la maison. C'est ça. C'est bien que les parents se soient construits un projet et pour accepter et reconcentrer en fait son focus, son énergie sur autre chose. Et le cédant, c'est un petit peu pareil. Et souvent, on voit que les cédants, leur entreprise, c'est vraiment leur bébé. Et donc l'idée, c'est de se dire que s'ils ont travaillé justement, et ça passe souvent par l'anticipation, et la structuration aide justement à avoir un projet justement de passer le relais, en fait. C'est vraiment cette idée, c'est comment je vais me mettre dans les meilleures dispositions possibles pour que mon entreprise soit durable et que je puisse passer le relais dans les meilleures conditions possibles et que l'autre personne puisse prendre le relais dans les meilleures conditions possibles. Et donc, c'est surtout ça que je vais identifier, c'est de voir s'il est dans ces bonnes dispositions-là et si il a d'autres projets finalement que que son entreprise et qu'il a commencé à construire ses autres projets. Si jamais ça devient trop compliqué et je vois que émotionnellement c'est vraiment trop difficile, on va dire, de se détacher, justement, j'aime bien travailler avec des personnes qui sont spécialistes là-dedans. Notamment, il y a Thibault Lafont qui a fondé une entreprise qui s'appelle Imana. Et eux, ils sont spécialisés, justement. Ils vont faire appel à des coachs, ils vont accompagner les dirigeants, justement, sur cette partie émotionnelle pour les aider à déléguer, à se détacher de leur entreprise et, justement, mieux passer le relais d'un point de vue opérationnel. Donc, l'importance de savoir se projeter pour être plus serein aussi pendant les phases de négociation, la phase de cession, qui, je rappelle, peut durer entre 8 à 12 mois, ça peut être moins, ça peut être plus. Julien, toi justement, quand tu cibles une entreprise et que tu discutes avec un dirigeant qui est peut-être trop émotif ou très attaché encore à son entreprise, comment tu fais pour instaurer un climat de confiance avec lui pendant les phases surtout de négociation? Là, on peut faire appel, quand la situation est vraiment bloquée, on peut faire appel à des intermédiaires aussi. Je pense que c'est une bonne stratégie d'avoir quelqu'un un peu externe pour qui puisse appuyer aussi les décisions, argumenter auprès du cédant et lui faire comprendre certaines choses. Donc ça, je pense que ça peut être un outil qui est intéressant pour justement éviter de mettre le focus sur... moi, dans la négo, j'ai jamais été comme ça. Je suis plutôt sur de la négo win-win et c'est pas un affrontement, c'est pas un duel. C'est vraiment, il faut que le cédant comprenne que c'est pas uniquement ses intérêts aussi à lui, c'est important ses intérêts, mais il y a les intérêts du repreneur et il y a surtout les intérêts de l'entreprise, parce qu'au final, c'est l'entreprise qu'on rachète et c'est l'entreprise qu'on va transmettre. Donc, il faut lui faire prendre conscience de ça et quand il est trop émotif par rapport à ça, effectivement, et qu'on n'a pas de solution, là, j'aime bien faire appel à une personne externe qui va venir un peu désacraliser la discussion, la négociation et remettre de l'objectif dans quelque chose qui est très subjectif ou émotionnel. Parce qu'une fois aussi que tu te mets d'accord sur un prix, que tu dis voilà, l'entreprise elle est bien, il y a ce qu'on appelle la phase des due diligence. Toi, en tant que repreneur, qu'est-ce que tu vas regarder en priorité dans une due deal? Dans la due deal, on a effectivement, il y a plein de sujets de due deal et là, dans le cadre de notre discussion, c'est forcément le niveau de dépendance aussi. Et concrètement, qu'est-ce que fait le dirigeant dans ses journées pour être en mesure après de peut-être se dire, et à nouveau, sur ces dirigeants qui sont très compétents techniquement, qui ont développé des belles entreprises, souvent, ils ont pris aussi 3, 5, 6 casquettes à la fois. Donc, ils occupent 6 rôles. Et donc, c'est vraiment ça, c'est réussir à identifier est-ce que finalement, l'entreprise, elle fonctionne avec 10 collaborateurs aujourd'hui
plus le dirigeant, mais potentiellement, le dirigeant, il a 5 rôles. Donc, du coup, il faudrait embaucher 4 collaborateurs supplémentaires, plus le nouveau dirigeant. Et ça, c'est très important pour moi pour réussir à valoriser correctement l'entreprise, parce que derrière, qui dit 4 collaborateurs supplémentaires, dit 4 salaires supplémentaires, et forcément des impacts au niveau du retraitement. Est-ce qu'il y a déjà un deal qui a capoté de ton côté à cause des due deals, enfin suite au due deal plutôt? Non, pas de... À mon expérience perso sur les boîtes que j'ai rachetées, non. Non, c'est plutôt... on a identifié des problématiques et on les traite avant l'acte de cession. Parce que du coup, tu mets beaucoup de temps à échanger donc, avec le cédant pour à la fois instaurer ce climat de confiance et aussi pour bien comprendre toute la structure, toute l'entreprise, tu la visites. Voilà, est-ce que, parce que c'est vrai qu'un process, quand on reprend une entreprise en tant que personne physique, c'est aussi différent sous quelques aspects d'une opération de cession d'entreprise à un industriel, à un fonds. Voilà, comment tu prends... Quel temps tu passes, enfin combien de temps tu passes justement avec le dirigeant, vendeur, pour déjà te dire un go, no go et réduire aussi les risques des due deals, parce que si tu as peut-être passé beaucoup de temps avant, tu t'es plongé dans les détails de la boîte, tu te fais déjà une idée un peu de son potentiel. Oui, il faut, je pense qu'il faut avoir un calendrier vraiment assez strict, effectivement, pour ne pas se laisser embarquer non plus sur des opérations d'analyse qui durent trop longtemps. Donc l'idée, c'est vraiment, avant de réaliser les opérations de due diligence, avoir une idée claire du fonctionnement de l'entreprise. Et ça, on a un outil qu'on utilise avec Anne-Laure qui est super. Enfin, l'outil de création de valeur qui permet d'identifier justement tout le flot de création de valeur de l'entreprise à partir du moment où un prospect, pour le coup, découvre l'entreprise jusqu'à ce que l'entreprise lui délivre un service. On va analyser tout ce flux-là, tout ce flow, de manière à identifier toutes les tâches critiques. Et ça nous permet de rapidement voir comment l'entreprise fonctionne et si c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Et après, on va aller analyser en profondeur dans le cadre de l'audit tous les documents et voir si ce que nous a raconté le cédant, finalement, c'est la vérité ou pas. Merci beaucoup, Julien. Anne-Laure, petite question aussi pour toi. Comment tu accompagnes un dirigeant dans cette phase de transition, justement, avec le repreneur ? Alors, ce qui est rigolo, c'est que finalement, tu vois, toute cette partie structuration, il y a ce que je conseille aux auditeurs de lire si les gens sont intéressés là-dessus, c'est un livre qui, moi, m'a beaucoup ouvert. Ça s'appelle Build to Sell. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que justement, c'est l'histoire d'un dirigeant qui veut vendre sa boîte de marketing, je crois, qui fait tout. Et il veut la vendre, sauf que sa boîte, elle vaut rien quand il veut la vendre. Et pourtant, il a travaillé d'arrache-pied dedans. Et justement, en fait, cette personne lui raconte qu'il faudrait que tu puisses te réveiller un matin, qu'on t'appelle en te disant aujourd'hui ta boîte elle m'intéresse, est-ce qu'on peut se voir demain matin pour que tu me présentes toutes les infos de la boîte. Donc que ta data room soit prête, que tu aies toutes ces infos qui soient prêtes, et en fait ce que cette personne explique, c'est que limite ta boîte elle devrait constamment être potentiellement vendable. Et je sais que c'est très compliqué et que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais finalement, c'est peut-être intéressant de se dire que de tendre vers ça, quand on juste au quotidien, quand on développe son entreprise, parce que en fait, juste avoir ça en tête, je pense que toutes les décisions qu'on peut prendre au quotidien, de la façon dont on s'organise, la façon dont on développe les choses peut être extrêmement différente si on se dit, OK, demain, si quelqu'un venait me demander pour racheter ma boîte, est-ce que je serais en capacité de lui donner toutes les bonnes informations pour qu'il soit en capacité de prendre une décision demain, en fait, et qu'il me mette 10 millions d'euros sur la table, ce qui n'est pas négligeable. Oui, tout à fait. Non, mais c'est extrêmement important ce que tu dis, justement, Anne-Laure, sur l'importance de faire en sorte que son entreprise elle soit vendable tous les jours. Enfin, voilà, n'importe quel moment, on va dire. Mais... C'est ça. Et potentiellement, on peut se dire que c'est une utopie, mais j'aime bien avoir ces espèces d'axes de pensée. En fait, nous, à l'époque où je faisais du produit, on appelait ça des North Stars. C'est la direction vers laquelle on veut aller. C'est pas forcément ce qui va s'exécuter au quotidien, parce que c'est évidemment, dans la pratique, c'est très difficile à faire. Mais au moins, ça engage en fait notre entreprise et nous, la façon dont on la gère, vers un chemin qui nous permettra potentiellement un jour d'atteindre ces objectifs-là. Merci beaucoup, Anne-Laure. Julien,
Toi, à l'inverse, quand tu es dans cette phase de transition, qu'est-ce que tu attends du cédant pour t'aider à faciliter cette prise en main de l'entreprise ? Qu'il soit à l'écoute, voilà, parce que il a l'habitude de fonctionner au quotidien, effectivement, et on a dit de l'importance de lui faire prendre conscience que cette phase de transmission, elle doit se faire, et elle doit se faire dans les bonnes conditions, et pour ça, il doit être également à l'écoute de se dire que, oui, lui, il a l'habitude de voir comme ça, il a son prisme, donc de ses actions qu'il réalise, mais le repreneur, lui, c'est une personne externe qui a jamais été dans l'entreprise, qui connaît pas, donc il faut qu'il arrive à avoir à travers le prisme du repreneur, et que à chaque fois que le repreneur ait une question, une interrogation, qu'il soit pas là à lui dire ça c'est facile, ou c'est pas, ou c'est très simple, ou tu fais comme ça, et donc c'est vraiment qu'il y ait un vrai travail associatif avec le cédant qui soit impliqué. Et moi, j'aime bien, c'est mettre en place des conventions de tutorat aussi pendant la phase transmission pour bien cadrer justement qu'est-ce qu'on attend de cette phase de passation. Parce que bien trop souvent, les cédants, ils ont signé l'acte de cession et après, ils se disent c'est terminé. Et j'ai déjà vu des situations comme ça où effectivement, tu as des cédants qui, au bout de 15 jours, 1 mois, partent et se disent voilà, je t'ai laissé les clés, maintenant tu te débrouilles. Donc là, c'est très compliqué pour le repreneur et il faut se sécuriser par rapport à ça, d'où l'intérêt de la convention de tutorat qui permet de cadrer pendant une durée déterminée ce que le cédant doit faire concrètement. Et derrière, s'il ne tient pas ses engagements, il y a des pénalités qui s'appliquent. Ça veut dire que tu préfères plutôt les transitions courtes ou longues, l'accompagnement du cédant. Alors là, ça va dépendre aussi du niveau de dépendance, donc forcément de ce qu'on a identifié dans l'audit avant, mais idéalement, il faudrait que ça soit court. Il faudrait que ça soit court parce qu'il faut que les équipes comprennent que le dirigeant a changé aussi. Ça, c'est un risque, qu'on ait une double communication pendant cette phase de transmission entre l'ancien dirigeant, parce que les équipes, elles ont l'habitude de communiquer avec lui. Elles vont lui passer les messages et le dirigeant, il va continuer à faire ce qu'il a l'habitude de faire. Et du coup, il ne va pas avoir cette habilité de se mettre en mode transmission et de dire non, c'est le repreneur maintenant qui dirige, il a besoin d'être au courant de cette information, donc vous lui communiquez cette information directement à lui. Donc ça, il faut que ça soit court pour faire le pli du passé et puis repartir sur le nouveau avec le repreneur. Ou sinon, est-ce que tu hésites parfois à mettre des compléments de prix justement pour parfois des accompagnements plus longs quand tu vois qu'il y a une belle boîte, mais tu dis il y a encore un besoin de travail, d'accompagnement du vendeur pour vraiment rendre ce potentiel exploitable. C'est des outils juridiques qu'on a à notre disposition et qu'on utilise effectivement en fonction du besoin dans le cadre de ce deal en particulier. Donc, on peut mettre en place des compléments d'earn-out. On peut travailler sur du crédit vendeur aussi, avec des conditions particulières. Moi, j'aime bien, c'est sur la partie la garantie d'actifs aussi. Ce que j'appelle la recharge de gap, c'est de se dire, plutôt que d'avoir une caution bancaire, on va retenir une partie du montant qu'on va payer sous forme de crédit vendeur au fur et à mesure, ou de complément de prix pour aussi impliquer le cédant dans l'après. De façon générale, comment tu structures tes financements ? Est-ce que c'est principalement de la dette bancaire et tu payes au comptant, ou c'est vrai que sur la majorité des deals que tu as pu faire, il y a quand même une composante crédit vendeur et complément de prix ? À nouveau, ça dépend du niveau de risque que tu es prêt à accepter et de la balance que tu arrives à faire entre... Tous les cédants vont vouloir du cash, forcément, au moment de la signature. Mais derrière, effectivement, il y a des risques qu'on a identifiés et qui s'établissent dans la durée. Et il faut, nous, en tant que repreneurs, se protéger. Donc, on va mettre en place différents éléments de structuration. Alors, ça dépend aussi de la taille des deals. Mais il y a forcément une composante bancaire importante. Mais après, on a l'outil du crédit vendeur, effectivement. Des clauses earn-out. On peut utiliser une partie de trésorerie excédentaire aussi, de la facturage. J'aime bien voir ça comme une pyramide, en fait, où tu vas pouvoir assembler différents blocs pour permettre de structurer le financement du deal.
Merci beaucoup, Julien. Anne-Laure, alors je ne sais pas si il y a des exemples, par exemple des outils ou des processus que tu utilises et que tu recommandes à tes clients dans cette phase justement de transition. Est-ce qu'il y a des processus spécifiques? Est-ce qu'il y a des outils, je ne sais pas, qui sont sur le marché, que tu utilises? Comment ça se passe justement? Alors, Julien a parlé d'un outil. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle le flow de création de valeur. Oui. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir cartographier la création et la livraison de la valeur au sein de l'entreprise, et ce, pour les différents produits et services de la boîte. Ça va être le premier outil. Le deuxième outil, c'est ce qu'on a parlé. C'est un peu l'audit de dépendance. Donc, ça, c'est vraiment clé. Et après, si je parle des outils pour mettre en place en fait le playbook de l'entreprise, là, il va y avoir différents outils. On va s'adapter. Là, on va utiliser plutôt. Alors, de base, on va dire qu'on peut avoir dans la tête l'image des gros classeurs, voilà, bien poussiéreux, où il y a toutes les procédures de l'entreprise qu'il faut suivre, et en principe, il reste poussiéreux à vie et on n'y touche plus. Donc c'est pas forcément une bonne solution, mais ça, en fait, il y a d'autres raisons pour ça. Mais l'idée, c'est que là, il y a quand même un gros marché SaaS qui commence à s'ouvrir, notamment aux US. Avec pas mal d'outils, par exemple Trainual, Document 360, etc. Donc ça, c'est vraiment des outils spécifiques qui sont spécialisés sur la partie knowledge management et documentation des processus. Ensuite, sur la partie documentation des processus, pour vraiment faciliter la capture et l'extraction des process, on va avoir notamment Guide et un deuxième je retrouverai, mais je l'ai au bout de la langue. Et donc ça, c'est des outils en fait qui facilitent vraiment la prise c'est vraiment l'idée de faire le process sur son écran, et ça va prendre des screenshots au fur et à mesure, et ensuite ça va les compiler, et on va pouvoir à chaque étape décrire, et ça va même décrire maintenant aujourd'hui, en plus avec l'IA, ça va décrire tout seul le process, et nous on va plus partir d'une page blanche, on va pouvoir modifier à la marge en fait le processus. Donc en fait, on n'a quasiment plus rien à faire. Et puis après, évidemment, l'outil qui a été à la base conçu pour ça, c'est Notion. Ouais. Donc, je pense que tu connais. Ouais, bien sûr, ouais. Et il y a pas mal, je pense, de personnes qui connaissent. Il y a des avantages et des inconvénients pour l'outil, parce que c'est vrai que c'est un outil avec lequel on peut absolument tout faire, et ça peut vite devenir le bazar. Je pense que, encore une fois, c'est un outil, pour le coup, qui demande énormément de structure et de savoir où on veut aller. Mais pour la partie knowledge management, ça peut être hyper intéressant, surtout que maintenant, ils ont intégré une AI. Et voilà, il y a plein de trucs à faire avec. Comme il y a une application également sur portable, on peut, avec l'IA, directement demander, parce que la problématique quand on crée un manuel d'entreprise, c'est qu'on a l'information, mais après, il faut que l'information, elle soit accessible au bon endroit, au bon moment, quand on en a besoin. Et ça, c'est vraiment le next step, en fait, dans la gestion de la documentation. C'est une chose de la faire, c'est une autre chose de la rendre accessible quand la question se présente à la personne, en fait. Et quand vous êtes devant l'imprimante et ou quand le gars il est sur son chantier et que là il a besoin de réponse à sa question, il faut qu'il ait le petit QR code qui aille bien à côté de son outil, par exemple, pour lui dire tiens, comment tu utilises cet outil là, quoi. Et donc ça, c'est encore un step d'après pour rendre accessible la documentation, et ce genre d'outil peut permettre, si c'est bien fait, c'est aussi un process au final, de rendre accessible cette documentation. Merci beaucoup, Anne-Laure. Donc maintenant que Julien, tu as trouvé une entreprise, on va dire, Anne-Laure, elle aura fait tout ce travail en amont avec les dirigeants pour la rendre, on va dire, vendable, pour aider justement à la rendre moins dépendante de son dirigeant. Tu as fait l'opération. Quelles sont tes premières priorités pour activer cette croissance ou cette transformation que tu as pu identifier en amont? Alors, on a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est déjà le principe il est urgent d'attendre. Quand on reprend, on a souvent cette volonté de changer, de modifier, de partir sur des nouveautés, mais je pense qu'il faut quand même laisser le temps au temps, parce que cette phase de transition, elle est importante pour le repreneur dans un premier temps, pour le cédant aussi, mais pour les collaborateurs aussi. Et c'est un gros changement pour les collaborateurs. Il va avoir cette phase un petit peu peut-être de défiance au départ envers le nouveau repreneur,
de construire. Enfin, il y a besoin de temps pour construire la confiance avec le nouveau dirigeant. Donc voilà, si vous commencez à tout bousculer, ça va désorganiser l'entreprise. Les collaborateurs, ils vont se sentir perdus, ils vont plus être motivés. Donc c'est plutôt attendre. Après, il n'empêche que il y a toujours des petites actions correctives à mettre en place rapidement. J'aime bien parler de quick wins. Les collaborateurs sont dans des bureaux qui sont délabrés, ça arrive. On met un coup de peinture, on met du propre et on repart sur une autre dynamique avec les collaborateurs pour les impliquer. Donc ça, j'aime bien en mode quick wins. Et derrière, ça n'empêche pas nous de travailler en parallèle sur les axes de croissance. On parlait de présence digitale. Souvent, on va sur un site internet d'une PME. C'est un site qui est ni fait ni à refaire. C'est important, c'est vrai que c'est des petits détails. C'est des petits détails, mais dont l'ancien dirigeant n'avait pas conscience parce que il s'intéressait pas à ces sujets de marketing, de développement, de développement, de visibilité. Oui, aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est très important. Donc ça, il lui n'avait pas conscience. Des dirigeants qui partent à la retraite, ils n'ont pas envie de se plonger là-dedans non plus, forcément. Donc ça, c'est tous les outils que nous, on peut mettre en place. Donc, typiquement, c'est la visibilité, travailler sur la visibilité de l'entreprise, travailler sur également les canaux d'acquisition. Donc, Anne-Laure en parlait aussi. C'est le moteur de l'entreprise, c'est quand même vendre. Parce que si on ne vend pas, on ne peut pas faire fonctionner l'entreprise. Donc, c'est travailler aussi en priorité sur ces canaux d'acquisition, notamment parce que l'entreprise fonctionnait sur le bouche à oreille, le réseau du cédant, et derrière, nous, on peut avoir des pertes de clients aussi, et il faut très vite arriver à remplacer ces clients ou à partir sur d'autres marchés. Donc moi, ça serait vraiment ça les premières priorités, c'est visibilité et développement de l'acquisition client derrière. Merci beaucoup. Alors, on arrive presque au terme de ce très bel échange. Alors, vous avez donné beaucoup de conseils, effectivement, et c'était un échange très intéressant parce qu'il y a une perspective, je trouve, croisée de la reprise et de la vente d'entreprise. Anne-Laure, si tu devais résumer tout ce que tu as pu dire au cours de cet échange et au travers de ton expérience, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un dirigeant qui envisage de vendre d'ici 3-5 ans ? Et pour l'aider vraiment dans cette quête de la rendre moins dépendante de son entreprise. Je pense que je lui dirais d'utiliser son temps justement pour en gagner et pas se dire justement, comme on disait, qu'il n'a pas le temps. Utiliser ce temps pour construire les systèmes, parce que non seulement ça va lui faire gagner du temps en tant que dirigeant, mais en plus, ça va avoir une répercussion sur la valorisation de son entreprise, ça va lui ouvrir des portes, des opportunités de cession. Et donc, c'est vraiment cet état d'esprit de rendre son entreprise vendable et de s'élever dans son entreprise pour finalement être un véritable dirigeant. Et pas juste un technicien de sa boîte, et peut-être même qu'il aura plus envie de vendre à la fin. Exactement, mais c'est vrai, parce que parfois le dirigeant, justement, quand tu fais tout ce travail que tu fais avec les dirigeants d'introspection, de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent déléguer, qu'est-ce qu'ils aiment faire, en fait, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément besoin de vendre parce qu'ils voulaient vendre initialement, parce qu'ils pensaient en avoir marre. Et en fait, ils se disent, il suffit juste de recruter un directeur général ou un directeur des opérations. Et eux, ils se concentrent sur ce qu'ils aiment faire. Ils ont beaucoup plus de temps avec leur famille, de côté personnel. Donc, ça nous est arrivé. Donc, c'est important ce que tu dis. Ouais, tout à fait. Oui, parce que finalement, la vente, c'est vu comme une solution à un problème, souvent. Et peut-être qu'on ne prend pas la chose par le bon bout en se demandant, mais c'est quoi le vrai problème ? Et si on remonte un petit peu la chaîne des pourquoi, finalement, et c'est quoi le vrai problème, peut-être finalement qu'on va trouver une autre réponse à cette problématique, que la vente n'est pas forcément la réponse, et que peut-être qu'il peut continuer 10-15 ans, mais ce problème, c'est finalement que c'est le goulot d'étranglement, qu'il a plus de temps, qu'il est stressé à cause du fait qu'il est goulot d'étranglement. Et ce problème peut être traité autrement, et peut-être que du coup, il n'y aura pas de vente. Non, mais c'est vraiment important, et on n'y pense pas assez, parce que je pense que les dirigeants ne se posent pas aussi les bonnes questions ou n'ont pas forcément le recul nécessaire pour le faire. Bien sûr. Et typiquement, c'est vrai qu'il ne faut pas que la vente ce soit une solution, c'est parce que sinon le dirigeant il ne sera jamais motivé, il ne va pas pouvoir se projeter efficacement. Et donc, c'est vrai que c'est jamais bon signe, entre guillemets, pour finaliser une opération dans ces conditions-là.
Toi, Julien, tes conseils pour un dirigeant qui envisage vendre et qui pourrait être repris par un repreneur comme toi? Donc les conseils aux dirigeants, pas aux Ouais, repreneurs, exactement, c'est ça. ouais. Comme ça, au moins, si jamais il y a des dirigeants qui veulent vendre, bah voilà, vous avez directement un repreneur investisseur à mes côtés. Oui, non, on le dit, enfin, ouais, c'est se poser véritablement les bonnes questions, donc sur les raisons de la vente, effectivement, et derrière, anticiper cette vente pour réussir le projet de cession, parce que ça prend du temps et ça va pas se faire en un claquement de doigts. Et il faut être conscient qu'on ne vend pas une entreprise comme on vend une voiture. Donc, il faut forcément accorder du temps au repreneur. Le repreneur, il découvre l'entreprise, il la découvre à travers le spectre du cédant aussi, donc de ce que le cédant a pu en dire de l'entreprise. Donc, il faut vraiment être là pour le repreneur et pour faire en sorte que cette cession se passe dans les bonnes conditions, pas seulement pour le repreneur, pas seulement pour le cédant, comme on l'a dit, mais aussi pour l'entreprise en elle-même, parce que derrière, on a des collaborateurs qui sont là, qui travaillent au quotidien, ce travail qui leur permet aussi de subvenir à leurs besoins, d'aider leur famille aussi. Donc c'est vraiment tout cet écosystème, et c'est ce que je trouve vraiment beau aussi dans la passation et ce qu'on fait dans le terme de rachat, c'est que on est dans l'économie réelle, on est dans le dur, et il y a des intérêts qui sont plus importants que nos propres intérêts personnels. Tout à fait. Alors, et à l'inverse, des conseils pour des repreneurs comme toi, parce que je constate qu'il y a de plus en plus, même chaque jour, je reçois aussi des CV de repreneurs qui veulent reprendre une entreprise, et donc j'ai l'impression qu'il y a un vrai marché aussi qui se crée. Quels seraient les conseils que tu donnerais à un repreneur qui envisage de reprendre une entreprise? C'est de s'éduquer déjà, parce que c'est des sujets qui peuvent être complexes, effectivement, quand on ne les maîtrise pas. Et c'est surtout aussi, en tant que repreneur, de se dire que l'entreprise parfaite, elle n'existe pas. Souvent, moi j'ai beaucoup de repreneurs dans la communauté qui viennent me voir aussi et qui me disent je veux racheter une entreprise 2 fois le BE qui génère 500 000 euros de résultats chaque année et voilà, qui est structurée, où j'ai rien à faire, je pars en vacances, et non, ça n'existe pas. Ouais, tout à fait. Donc c'est pas s'attendre. Si elle existe, faut contacter Julien, je pense. C'est ça, mais voilà, ou alors c'est l'affaire du siècle, mais comme son nom l'indique, il y en a une tous les 5 ans. Ou alors ça cache quelque chose de pas bon. De louche. Donc non, et souvent, j'ai ce blocage-là. Les repreneurs n'arrivent pas à trouver les opportunités parce qu'ils attendent l'entreprise parfaite. Et non, on va aller chercher des entreprises qui sont peut-être pas parfaites, mais par contre, on va se former, on va s'éduquer et on va s'entourer des bonnes personnes qui peuvent nous permettre de mettre en place les outils, les systèmes qui vont rendre cette entreprise pas parfaite en une entreprise qui va générer les résultats qu'on veut et qui va nous permettre de nous développer personnellement. Merci beaucoup. Alors, comme pour chacun des podcasts, je laisse carte blanche à mes invités pour conclure. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Parfois, certains font une dédicace à leur famille, leurs proches, leur maîtresse, pourquoi pas. Mais après, non, est-ce que vous souhaitez conclure avec, soit en lien avec le sujet, évidemment, ou avec ce que vous souhaitez dire, tout simplement. Comment je peux conclure? Non, mais c'est donc je sais pas si vous l'avez compris, mais en fait on travaille ensemble avec Julien, et l'idée c'est vraiment ça, c'est de se dire que donc moi je m'occupe partie cédant mais aussi repreneur, et c'est vraiment d'encadrer justement ces repreneurs de la partie éducation à la partie finalement gestion et développement de l'entreprise, pour réussir à finalement à offrir une valeur un petit peu 360 et les accompagner sur tout ce processus qui est long, compliqué et risqué, et justement de les aider à dérisquer, à se former et ensuite à reprendre l'entreprise dans les meilleures conditions. Donc c'est un peu l'association, on va dire, de deux compétences qu'on aimerait mettre en place pour offrir le plus de valeur aux repreneurs et développer cette communauté. Voilà.
Bah c'est parfait, Julien. Ici. Non, mais c'est exactement ça. Ouais. Enfin, moi, je suis sur la partie effectivement pré-acquisition, enfin jusqu'à la phase d'acquisition. Anne-Laure sur la partie post-acquisition, mais surtout, ouais, il y a des vraies opportunités aujourd'hui pour les repreneurs qui veulent se lancer. Il y a des vrais besoins de cédants qui doivent vendre aussi dans des bonnes conditions. Il faut qu'on arrive à créer cet environnement qui est idéal pour tous les acteurs. Et du coup, ça passe par l'éducation, par la montée en compétences et par le fait d'aller signer des deals. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Voilà, j'ai eu le grand plaisir donc, de recevoir Julien de Souza, qui est repreneur, investisseur d'entreprise, et Anne-Laure Tupin, qui, elle, donc, vous aide en tant que dirigeant à structurer votre entreprise avant de pouvoir la vendre et faire en sorte que vous soyez plus dépendant de votre entreprise et inversement. Donc c'est Anne-Laure Tupin et Julien de Souza. Et si vous avez peut-être, Julien, rappelé tes critères vite fait pour peut-être les dirigeants qui nous écoutent ou les personnes qui auraient dans leur contact un vendeur qui serait dans tes critères. Pour moi, à titre personnel, donc des entreprises qui génèrent plus d'1 million de chiffre d'affaires, principalement dans le secteur du bâtiment ou des services. Après, pour les membres de la communauté repreneur.co, il y a tout le monde. Super. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. On a des repreneurs qui cherchent des entreprises à racheter, donc dans tout type d'activité. Et je vous recommande à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout de suivre Anne-Laure et Julien sur les réseaux parce que vous partagez chacun beaucoup de conseils pratiques pour aider justement à la fois les vendeurs à bien vendre et à bien faire en sorte que leur entreprise soit vendable et aussi les repreneurs comme Julien, les acheteurs à identifier, à trouver des entreprises qui soient justement bien structurées. Voilà, merci à tous les deux et à très vite. Merci à toi, Au revoir. Au revoir.